Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, bienvenue. Bienvenue pour cette conférence sur le thème du projet Sans peur chez toi. Je me réjouis voilà, de partager ce petit moment avec vous pour vous présenter le projet de notre association. Nous donnons cette conférence avec Anina Bachir et moi-même dans le contexte seulement de la HEP. Voilà, pour vous présenter notre projet. Alors, comment est-ce que la conférence va se dérouler? Donc, on va faire une petite introduction. Je vous présenterai une vidéo, un témoignage d'un animateur radio français. Et nous vous partagerons le projet, la présentation du projet Sans peur chez toi. Et nous ferons deux activités au sujet de ce projet que nous utilisons voilà, dans notre atelier. On va faire un jeu interactif et des discussions en petits groupes. Ensuite, à la fin, nous répondrons aux questions les plus fréquentes et je ferai une conclusion pour finir à 16 heures. Il y aura à la fin une évaluation, c'est-à-dire nous sommes une petite association et nous avons vraiment besoin de vos feedbacks voilà, sur ce projet. Comment est-ce que vous avez reçu ce projet et ce sera très, très utile pour nous. Pendant toute la session, vous n'avez pas l'obligation de garder votre webcam. Il y a juste, pour vous dire, j'enregistre cette session. Néanmoins, n'apparaîtront dans l'enregistrement que les visages des animateurs et animatrices. Si vous avez des questions, hein, vous pouvez les partager dans le chat. Et si on a un petit moment à la fin pour y répondre, voilà, très volontiers, je répondrai aux questions principales. Et puis, après, peut-être par email, on pourra développer des réponses s'il y avait des questions complémentaires. Voilà. Et puis la partie sur les jeux interactifs et les discussions ne seront pas filmées. Alors, je vais proposer à chacun des intervenants de se présenter. Et j'aimerais aussi vous poser une question un petit peu supplémentaire. Qu'est-ce qui fait que vous vous impliquez pour le projet Sans peur chez toi? Anina, est-ce que tu veux bien commencer? Ah, il y a ton micro qui n'est pas allumé. Merci beaucoup, Ben. Je me réjouis d'être dans ce meeting aujourd'hui et de pouvoir vous présenter le projet et de discuter avec tout le monde sur les punitions éducatives. Moi, je m'appelle Anina Schmid et j'habite à Berne et je suis responsable du projet Sans peur chez toi. Oui. Est-ce que tu peux encore une fois répéter la question, Ben? Merci. Volontiers. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de t'engager dans le projet? Oui. Active. Alors, moi, j'étais dans le team qui a commencé le projet il y a 10 ans. Et oui, avant, nous avons beaucoup travaillé avec les enfants et ce sujet-là, c'est vraiment important pour les enfants. Toujours quand nous animons un atelier dans une classe, c'est clair que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et oui, ça, c'est aussi ma motivation pour continuer le projet. Oui, moi, je m'appelle Bachir Thiam. Je travaille chez NCBI depuis 10 ans à peu près. Et le projet, ça m'a motivé parce que moi aussi, j'ai vécu aussi la violence à la maison au Sénégal et tout. Et quand je suis venu en Suisse, j'ai vu qu'ici, ça se déroule autrement. Les enfants ici, ils ont le droit et tout. Et malgré ça aussi, j'ai vu aussi j'ai eu des copains qui ont vécu de la violence chez eux. Et là, le projet est venu et je me suis engagé et je trouve ça bien. Et
je vois dans toutes les classes que je vais, il y a toujours des enfants qui ne savent même pas qu'ils ont des droits. Voilà, que si on les tape à la maison, c'est normal pour eux. Voilà, et ça motive toujours voilà, dans les classes et de faire le projet. Super, merci Bachir. Et moi aussi, donc, je me présente, donc, je m'appelle Benoît Bayeul. Moi, je suis animateur du projet Sans peur chez toi et je suis coordinateur de la section romande pour NCBI Suisse. Ça fait depuis 2014 que je travaille pour NCBI et j'ai fait la connaissance de NCBI. J'ai vu tous les projets qui existaient en Suisse alémanique. Et j'ai trouvé dommage qu'on n'ait pas beaucoup d'équivalents à l'époque en partie francophone. Et on a développé, adapté les projets germanophones pour les faire correspondre aux besoins du terrain et de la partie romande. Voilà. Et je suis aussi papa de 2 enfants. Et moi, la raison pour laquelle je suis actif, c'est que en fait, à chaque fois que je donne des cours, je suis formateur d'adultes, à chaque fois que je donne des cours et qu'on aborde ce thème des punitions corporelles, et à chaque fois, la question qui arrive, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas su ça plus tôt? Et du coup, j'ai décidé de m'engager, hein, voilà, d'être actif pour qu'on puisse faire de la prévention voilà. Et pour moi, c'est vraiment un sujet extrêmement important. Alors, je vais vous présenter l'association NCBI. Alors, NCBI Suisse vient en fait d'une association NCBI internationale qui est située aux États-Unis. Toutes les deux, ce sont des associations à but non lucratif. C'est voilà, une utilité publique. On est indépendant de tout mouvement religieux ou politique. Et puis, voilà, NCBI, comment est-ce que ça peut se traduire? Ça se traduirait par National Coalition Building Institute. C'est, traduction libre, l'institut qui bâtit des ponts entre les différences. Alors, c'est quoi les sujets de prédilection de NCBI? C'est principalement la prévention de la violence. On fait beaucoup de prévention de la violence, par exemple, dans le milieu scolaire. Prévention des préjugés et intégration des migrants. Voilà. Et on est très actif donc en Suisse. L'association existe depuis plus de 25 ans, 1995, voilà, pour être plus précis. Et en fait, ce côté punition corporelle, d'où est-ce qu'il vient? C'est très souvent dans les chaînes de violence. Tout au départ de la chaîne de la violence, on peut retrouver les premières traces de violence chez les individus. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant de faire de la prévention sur ce thème. Et aujourd'hui, ce qui nous amène ensemble, c'est de faire le lien avec les droits de l'enfant. Et pourquoi c'est si important de pouvoir promouvoir les droits de l'enfant sur ce thème précis. J'aimerais vous présenter un témoignage. Et je vous préviens, pour les personnes qui sont sensibles, il y a des évocations de violence, d'images voilà, par des mots, hein, il y a juste c'est violent. Donc, pour les personnes sensibles, je préfère vous prévenir. Anina, tu voulais faire... Oui. Alors, pour commencer, nous aimerons vous montrer une vidéo dans laquelle une personne concernée rencontre de ses expériences. Et comme Ben a déjà dit, c'est Thierry Beccaro qui est un animateur télé et radio en France. Et il raconte de ses expériences qu'il a fait dans l'enfance avec la violence de son père. Et oui, je trouve vraiment intéressant comment ils peuvent raconter de ces expériences. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait toujours
dans nos ateliers de travailler avec des histoires, avec des expériences. Quelquefois, ce sont des expériences des enfants, mais souvent, ce sont aussi des expériences des autres personnes qu'on a sur papier, oui, racontées comme histoire, mais c'est quelque chose vraiment important, je pense, d'avoir ces histoires pour plus savoir ce qu'il dit. C'est, oui, cette violence. Là, quand je suis allé me coucher, j'étais mort, quoi. Mon père va tomber dans l'alcool. Et qu'à partir de là, la vie bascule, quoi, la mienne. Celle de ma mère aussi, puisque évidemment, mon père a un alcool, on va dire, triste et agressif, et qu'à partir de là, quand il rentre le soir, un soir sur 2, un soir sur 3, la moindre petite faute est prétexte à une rafale de coups qui s'abattent sur moi, sans que j'en comprenne la raison, quoi. C'est pas la fessée, là, on n'est pas dans une fessée, voyez. La fessée est insupportable, la raclée, on est encore dans un domaine supérieur, c'est-à-dire là vous êtes recroquevillé dans l'escalier, c'est-à-dire que votre dos il est marbré. Et votre petite sœur, elle assiste à ça, quoi. C'est ça la maltraitance. Elle est autant physique que psychologique. Ce qui était terrible après ces moments douloureux, c'est que j'allais me coucher. Et après, mon père venait me voir après et me disait qu'il m'aimait. Puis après, il y a la peur. Mais c'est pas la peur de rencontrer quelqu'un qui va vous taper. C'est la peur de prendre l'avion. C'est la peur d'aller sur un terrain inconnu. C'est la peur de faire Fort Boyard pendant près de 20 ans et de trouver chaque année une excuse pour pas le faire. Jusqu'au jour où vous avouez que, allez, on l'assume, quoi. On le dit, voilà, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela et tout. Et puis comme vous avez des gens qui vous aiment suffisamment, ils vous disent « Allez, viens faire Fort Boyard, on va s'arranger. » Et je l'ai fait. Mais c'était incroyable. C'était une émotion terrible pour moi. Les gens qui me demandaient « Mais pourquoi vous ne disiez rien? Pourquoi vous en parliez pas ?» Et je répondais tout simplement parce qu'un enfant, ça aime ses parents. Un enfant, ça protège ses parents. Eh oui, même s'il est battu. Parce qu'un enfant, sa construction, c'est de se dire que peut-être qu'il a fait une bêtise et que quelque part, il a mérité. Tant qu'il n'a pas les moyens et les mots pour aller voir une autorité supérieure, la seule preuve qui pourra témoigner de la violence qu'il subit, c'est d'avoir des marques, des coups. Et là, j'espère que l'instituteur, le professeur des écoles, la personne qui s'en apercevra, alertera, voilà, les services sociaux. Il n'y a que ça. Mais n'oubliez pas une chose très importante. Un enfant battu, il ne revient pas forcément le lendemain à l'école avec un œil au beurre noir. Non, non, non. Un enfant battu, il prend des coups dans les côtes. Je suis né à 17 ans, puisque cette année-là, je dois passer mon bac.
Et j'attends mon père qui rentre vers 9 h du soir, quoi. Et au moment où je me couche, j'entends des bruits, une cavalcade comme ça, dans l'appartement. Je comprends pas trop, donc je sors de mon lit, j'ouvre la porte qui mène au couloir, et là, voilà, je vois mon père avec un fusil, et voilà, et qui tire ma mère en joue, quoi. Et là, j'ai juste le temps de dire, mais papa, qu'est-ce que tu fais, quoi? Mais les mots ont du mal à sortir. Donc évidemment, il se reprend, il baisse la carabine, et puis s'ensuit une scène qui est une scène et violente et triste, où il me fait asseoir comme ça, dans un canapé pour me réciter toute la tristesse qui est la sienne. Et ça aussi, c'est psychologiquement, voilà, ça c'est de la maltraitance, puisque là il évoque tout son malheur, toute sa tristesse, toute sa rancœur. Et qu'après, ben vous avez un sac à dos sur les épaules que vous allez trimballer comme ça pendant des années. Et ce sac à dos, ben je l'ai trimballé pendant des années, jusque, on va dire, 10 ans après. Le médecin que je voyais régulièrement parce que je faisais des crises de spasmophilie, parce que je faisais de la tétanie, parce que je ne pouvais pas rouler dans une voiture sans que tout à coup je devenais paralysé et tout, il fallait que je m'arrête, enfin ça devenait un cauchemar. Donc le médecin, qui était un médecin assez génial, le médecin généraliste comme on en rêve, me dit à un moment donné, écoutez Thierry, moi je peux vous donner des médicaments, mais je pense que là, il faut que vous alliez discuter, quoi. Il faut que vous alliez parler. Et à partir de là, j'ai commencé à faire tout un travail, ce dont je parle, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir et parler avec vous aujourd'hui, à condition d'être courageux et de faire un travail, si on peut le faire. Et j'ouvre une parenthèse et je la referme. Parce que moi, tout l'argent que j'ai mis dans ce travail de psychothérapie et d'analyse, je ne l'ai pas mis ailleurs. Je l'ai investi pour essayer d'aller mieux. Et je l'ai fait pour mon entourage. Parce que ça aussi, voilà la résultante de ce qu'est la maltraitance. Sur sa propre vie et sur la vie des autres. Parce que parfois les autres peuvent ne pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ci ou comme ça. Donc j'ai fait ce travail-là, et puis paradoxalement, puisque mon père était aussi, ce que j'écris dans le livre, un mec formidable, après cet événement de mes 17 ans, mon père va me trouver une place l'été à la maison de la radio. C'est lui qui me fait rentrer paradoxalement dans cet univers qui m'amène jusqu'à vous aujourd'hui, quoi. Les enfants, il faut entendre leur voix, pas leurs cris. Et là, dans le monde entier, là en ce moment, c'est catastrophique. Et vous voyez, pour conclure, je vais vous lire un article publié par Le Monde il y a 5 jours. En France, un enfant tué tous les 5 jours par ses parents ou leurs proches. Voilà. Et je me dis, ça c'est pas possible, quoi. Là, je suis un peu désarmé au moment où je dis ça. Mais moi, si je peux être utile à travers mon discours, à travers les conversations que j'ai avec les gens, à travers ce que je ferai, à travers les diverses missions qui seront celles qu'on m'attribuera, je ne sais pas ce qu'on me proposera, je le ferai. Je le ferai parce que un petit enfant, ça mérite pas ça, quoi. Merci beaucoup. Alors ça, c'est une histoire, c'est l'histoire de Thierry Beccaro. Et oui, c'est vraiment une histoire triste. Souvent,
c'est pas si grave, oui, pour les élèves ou pour les enfants, mais quand même, on voit ce qui peut faire la violence. Volontiers. Moi, je trouve très intéressant cette présentation de Thierry Beccaro parce que, en fait, ça fait le lien avec ce projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et pour vous, en tant que futur professionnel de l'enseignement, enfin, vous êtes déjà voilà, en situation professionnelle, c'est important de comprendre et de pouvoir avoir de l'empathie pour quelqu'un qui pourrait être confronté à ce genre de situation. Et c'est vrai que très souvent, on est très démunis par rapport à ça. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'il existe, qu'on peut se préparer un tout petit peu et qu'on peut avoir, il y a des trousses à outils qui peuvent être utiles. Et la principale chose, c'est de pouvoir apprendre à parler et à communiquer autour des sujets un petit peu délicats. Alors, avant de continuer à vous partager le sujet, j'ai une question à poser. J'ai partagé mon écran. Je vous demande un tout petit instant. Voilà. C'est une question qui revient souvent dans notre projet, dans notre présentation, mais c'est pourquoi est-ce que ça fait du sens de parler de la violence à la maison alors qu'on est très souvent dans un contexte scolaire. Le projet ne s'adresse pas que pour le milieu scolaire, mais très souvent c'est le milieu scolaire. Et il faut savoir que quand la famille est censée être le soutien, le socle pour le grandir pour l'enfant, et quand le socle familial est dysfonctionnel, eh ben, c'est à ce moment-là à l'État qui doit prendre en charge, qui doit subvenir et qui doit prendre le relais. Et pour ça, c'est dicté très clairement dans la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, que la Suisse a signé. Donc cette convention est en place en Suisse, et notamment l'article 19 qui protège les enfants contre les mauvais traitements. Les enfants, c'est entendu au sens large du terme, de 0 à 18 ans. Et du coup, l'État est obligé, s'engage à protéger l'enfant contre toute forme de mauvais traitement perpétré par ses parents ou par toute autre personne à qui il est confié, et d'établir des programmes de prévention et de traitement à cet égard. Et c'est ça le lien qui est fait avec notre projet Sans peur chez toi, c'est vraiment notre but de prévenir ces maltraitances. Alors comment est-ce qu'on procède? Il faut savoir que dans la population, dans l'usage quotidien qu'on peut entendre, il y a encore beaucoup de personnes qui considèrent que une punition corporelle de temps en temps, c'est nécessaire, ça peut même faire du bien, qu'il ou elle l'a bien mérité. On entend aussi l'adage « qui aime bien châtie bien » ou « ça lui apprendra », etc., etc. Mais pourtant, les enfants, les adolescents qui sont concernés par ça, ils ne le ressentent pas du tout de la même façon. Et ça va toucher leur estime d'eux-mêmes. Ils ont souvent peur et honte de parler de ce sujet. Il y a vraiment un tabou qui est là. Et c'est très difficile pour eux d'aller oser demander de l'aide pour eux-mêmes, déjà, pour elles ou eux-mêmes, mais aussi pour leurs camarades. Parce que, en fait, ce sujet-là étant tabou, on ne sait pas trop comment se positionner et on prend de la distance. Et malgré qu'il existe plein d'institutions qui viennent en soutien des situations délicates, je vous ai mis quelques logos de ces institutions pour le Jura bernois, le Jura et Neuchâtel. Toutes ces institutions, malheureusement, il y a peu d'enfants qui font le pas pour aller venir oser parler, discuter, de dire « là j'ai un problème, là j'ai une question, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Pourquoi? Parce que l'enfant, il est en conflit de loyauté avec sa famille et il aime ses parents. Donc il est aussi là, il se sent le devoir de les protéger. Donc c'est extrêmement pénible pour lui de faire ce chemin-là. Alors, avec ce constat-là,
C'est pour cette raison que le projet Sans peur chez toi a été développé. Et donc, Anina faisait partie de ce projet dès sa fondation pour faciliter, faire un pont entre les enfants qui sont maltraités et les institutions qui existent. Donc, nous ne faisons pas du tout de prise en charge. Nous faisons vraiment plutôt un travail de prévention. Merci beaucoup, Ben. Oui, je vais vite. Oui, je vais vous présenter le projet Sans peur chez toi. Oui, tu peux continuer avec la présentation, Ben. Pour commencer, pourquoi a-t-il été développé? Comme j'ai déjà dit dans divers autres projets et ateliers, nous avons constaté que les enfants dans les établissements sont vraiment préoccupés par ce sujet-là et par la violence à la maison. Quand on parle avec les enfants, ils parlent beaucoup de bagarres avec leurs frères et sœurs, mais aussi de conflits avec leurs parents. Et oui, surtout la situation à la maison peut également avoir un impact sur leur concentration à l'école. Alors, à notre avis, c'est vraiment important aussi pour l'école, pour une classe, pour un établissement de parler de ce qu'il se passe à la maison. Et surtout, aussi les enfants, beaucoup de leur temps, ils sont dans leur classe. Alors, c'est vraiment un lieu important pour eux. Et aussi les personnes à l'école, ce sont des personnes importantes, ce sont des personnes de confiance. Et oui, c'est une chose très importante. Alors, le projet, non, tu peux rester peut-être un petit moment. Le projet est destiné aux enfants et aux jeunes de 10 ans et plus. Bien sûr, le sujet est également important pour les jeunes enfants, mais pour des raisons méthodologiques, nous réalisons le projet avec des enfants à partir de 10 ans. Oui, c'est bon. J'ai fait une liste avec les sujets, les thèmes les plus importants, les sujets principaux du projet. Alors, comme Ben a déjà dit, ce sont les punitions éducatives. Alors, nous parlons avec les enfants, vous allez voir plus tard comment ça peut se dérouler. Et puis aussi les droits de l'enfant, surtout cet article 19 que Ben a présenté, c'est important. Comme Bachir a dit, beaucoup des enfants, ils ne savent pas qu'il existe des droits de l'enfant. Alors, c'est aussi une information nouveau pour eux et souvent, c'est aussi la raison la plus importante pour le projet, aussi pour la multiplication dont je vais parler plus tard. Mais puis aussi l'aide pour une personne concernée, c'est un point principal, un point principal. Alors, on parle du numéro 147, par exemple, de Pro Juventute. On parle des infirmières scolaires. On parle qui sont les personnes de confiance pour vous. Et à la fin, c'est aussi important qu'ils peuvent élever leur voix pour une éducation non violente. Alors, on peut dire que le projet se déroule en 5 étapes. On commence avec la préparation, bien sûr. Alors, souvent, nous sommes en contact avec des enseignants ou des directeurs, des directrices ou aussi avec
des spécialistes comme des infirmières scolaires ou des travailleurs sociaux en milieu scolaire. Ça dépend vraiment de l'établissement. Et puis, on fait des séances de préparation pour répondre aux questions. Et le projet, c'est vraiment adapté sur la situation dans un établissement. Puis, avec la classe, on commence avec un atelier qui est animé par NCBI, une équipe de NCBI de à peu près 2 ou 3 personnes qui animent cet atelier pour une demi-journée. Et puis, la groupe de l'enfant ou des jeunes, ils préparent aussi un événement pour des autres classes, pour les parents, pour des autres personnes. Alors, c'est vraiment la multiplication qui est en centre de cette deuxième partie du projet. Ils font aussi des plans. On a aussi des exemples un peu plus tard. Et à la fin, bien sûr, c'est aussi l'évaluation. Alors, dans cet atelier d'une demi-journée, on parle, comme j'ai déjà dit, des droits de l'enfant. Nous parlons des punitions éducatives. Alors là, on fait une discussion à propos de ces punitions. Notre but, c'est vraiment d'engager une conversation avec les enfants. Nous ne voulons pas seulement donner des informations, mais nous voulons aussi encourager les enfants à réfléchir. C'est vraiment important pour nous. Et puis, nous travaillons, comme j'ai déjà dit, avec des témoignages. Alors, il peut s'agir des histoires que les enfants ont vécues ou observées. Ou ça peut être aussi des rapports que nous apportons. L'objectif, c'est de pouvoir mieux comprendre les autres enfants, mais aussi de voir à quoi peut rassembler l'aide dans les situations difficiles. Et les enfants, ils peuvent aussi poser des questions dans une deuxième partie de l'atelier. Comme j'ai déjà dit, on travaille toujours avec des spécialistes et des experts locaux. Ça peut être l'infirmière scolaire ou la travailleuse sociale au milieu scolaire ou quelqu'un d'autre. Ça dépend vraiment de l'établissement. Et là, les enfants, ils ont la possibilité de poser des questions. Surtout lorsqu'il s'agit de la famille, les enfants sont souvent en conflit de loyauté. Comme Ben a déjà dit, ils ont souvent peur que les choses deviennent pires. Et ils veulent donc être sûrs que rien ne se passe dont ils ne veulent pas. Alors, c'est vraiment important de donner de confiance aux enfants. Oui. La multiplication, c'est un point qui est important. Et comme j'ai déjà dit, les enfants, ils préparent un événement de multiplication. Là, j'ai pris en photo de la public à un événement scolaire. Et souvent, ils présentent les informations les plus importantes. Ils présentent leur message et ils font des jeux de rôle, ils font des affiches, des chansons, des différentes choses pour vraiment sensibiliser les gens pour le sujet d'une éducation non violente. Et pour ça, on fait aussi des dépliants.
là, vous voyez un exemple. Alors, la classe, quelqu'un de la classe descend, oui, le dépliant, alors ou le dessin, oui, ils font le dessin et puis ils font aussi le slogan, pas de violence, plus de confiance, aussi dans l'éducation. Alors, ça, c'est vraiment leur message ou le message de cette classe. Et comme ça, on fait le dépliant. À l'autre côté, peut-être tu peux, oui, il y a des informations générales, mais aussi des informations locales. Où est-ce qu'on peut trouver de l'aide? Qui est responsable? Tout ça. Alors là, le dépliant, il est distribué dans l'environnement des enfants. Alors, qui peut participer? Comment est-ce qu'on peut participer? Alors, ce sont des groupes scolaires et extrascolaires à partir de 10 ans. Une classe ou peut-être 2 classes, ils participent dans le projet, mais toute l'école est sensibilisée au sujet. Alors, c'est avec cette multiplication qu'on peut informer toute l'école ou tout l'établissement. Bien sûr, le projet est aussi compatible avec les objectifs du PER. Je peux encore vous ajouter un document dans le chat après. Vous voyez les points les plus importants. Et on peut aussi dire que le projet a été évalué et oui, l'efficacité a été scientifiquement confirmée par la Haute École spécialisée de Berne. Oui, si vous avez encore des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans le chat et je pense qu'on a encore de temps pour en répondre un peu plus tard. Voilà, super. Merci beaucoup, Anina. Alors, je vais vous proposer de faire une activité qui est réalisée en principe dans l'atelier qui est animé par NCBI. Donc, je vais vous proposer d'aller sur le net, d'aller sur le site menti.com. Je vais vous mettre l'adresse exacte dans le chat avec le numéro de référence. Donc, on peut vraiment utiliser la façon interactive, voilà, en ligne. Néanmoins, ces questions-là, d'habitude, on les pose dans un petit exercice dans la classe. On dispose tous les élèves en cercle et on fait un exercice qu'on appelle assis debout, où chaque élève va pouvoir s'identifier dans la classe. Et c'est assez intéressant parce que des fois, des classes qui pensent bien se connaître, eh ben, elles découvrent beaucoup de choses nouvelles grâce à ce petit jeu. Donc voilà, je vois que nous sommes 44, il y a 37 personnes qui ont répondu. Donc voilà, ça c'est une question toute simple dans la fratrie. Combien est-ce que vous avez de frères et sœurs? Donc on a 3 personnes qui sont enfants uniques, plutôt 1, 2, 3 et 2 personnes qui étaient 4 enfants et plus dans leur famille. Voilà. Alors c'est assez intéressant de voir dans cette configuration-là, comment ça va influencer notre rapport, par exemple, à la conflit, à la communication. C'est sûr que si je suis l'aîné, ou si je suis le benjamin, ou si je suis au milieu, ou si je suis enfant unique, ça va influencer la façon dont je vais pouvoir communiquer dans mon contexte familial. Donc intéressant de voir que voilà, c'était plutôt une majorité de personnes qui étaient sages et calmes, mais quand même avec d'autres personnes qui étaient assez agitées. Alors ça, c'est le genre de questions que les élèves, ils adorent qu'on leur pose, parce que c'est là où ils peuvent se positionner, se dire où est-ce qu'ils se retrouvent, et ils ont le droit de pouvoir dire, et de voir, tiens, mais un parent qui est trop sévère ou pas assez sévère, etc. Et ça peut être vraiment un sujet de discussion très, très intéressant dans la classe. Et pourquoi on parle de soi? C'est que
si on est confronté à quelqu'un qui a vécu des situations de violence, eh ben, on va pouvoir se référer à notre propre éducation, notre propre situation, et ce sera notre ancrage. Ça va nous permettre de pouvoir beaucoup mieux comprendre les autres situations. Alors, je vais vous inviter maintenant à nommer les punitions corporelles que vous connaissez. C'est-à-dire, vous avez peut-être rencontré, vous avez peut-être juste entendu parler. Vous pouvez soumettre plusieurs fois les choix. Donc, on voit apparaître la fessée, on voit apparaître la douche froide, des baffes, cuillères en bois, des coups de ceinture, des gifles, des coups, privé de sortie, un ceinturon, la babouche. Voilà. Et on voit, plus le mot est gros, plus les gens le mentionnent. Voilà, Il y a encore plus de choses, mais alors après, il y a 7 propositions et je vous invite à faire, à classer dans l'ordre quelles étaient les punitions les plus courantes que vous pouviez rencontrer. Elles sont un petit peu catégorisées. Donc, ce qui ressort, c'est qu'il y a des fois des personnes qui se faisaient rarement punir. Ensuite, la deuxième, ce serait des privations. Ensuite, se faire sentir coupable, des punitions corporelles, des travaux d'intérêt généraux ou des réparations, avec aussi des fois des insultes ou autres en 7e position. La question que vous attendez toutes et tous, qui parmi vous a déjà reçu une gifle ou une fessée? Alors, je me permets une petite analyse rapidement sur cette question-là. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'il y a parmi vous 10 personnes qui n'ont jamais reçu de gifle ou de fessée. Et ça, quand on est dans un groupe avec des enfants, c'est extrêmement inspirant, en fait. Parce qu'il y a tous les élèves qui ont connu de la violence, ils se rendent compte que, ah ouais, c'est possible d'avoir une éducation non violente. Parce que très souvent, l'image qu'on a, c'est que il n'y a pas d'autre solution. Ça doit nécessairement être comme ça. Et du coup, simplement à cet endroit-là de l'atelier, on est déjà en train d'ouvrir une porte sur ce qu'on pourrait appeler l'éducation positive, que c'est possible d'avoir une éducation sans nécessairement une gifle ou une fessée. Et la deuxième remarque que je fais en voyant vos résultats, bien sûr, c'est pas significatif statistiquement parlant, mais c'est très intéressant dans le groupe parce que c'est souvent un petit peu ce qui se passe. C'est qu'il y a des personnes qui ont souvent reçu des gifles ou des fessées, trop souvent. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les personnes qui ont trop souvent, elles ont trouvé que leurs parents étaient pas assez sévères ou juste assez sévères. Et ça, c'est très souvent la dissonance cognitive qui se crée chez l'enfant. Quand il y a une maltraitance avec vraiment des mauvais traitements, eh ben, l'enfant, il prend sur lui et il a vraiment cette impression qu'il le mérite et que, en fait, les parents, ils sont tout à fait justes, ils sont assez sévères, mais c'est l'enfant qui n'a pas bien fait, qui n'était pas bien, qui n'était pas approprié. Et ça, une règle que je trouve vraiment importante dans l'éducation positive, c'est de vraiment faire la différence entre la sanction du comportement et la punition qui endommage aussi l'identité et la confiance en soi. Et souvent, une punition corporelle ou même une violence psychologique, ça fait des dégâts sur le thème de l'identité.
Et c'est intéressant avec cette question de toujours faire le lien avec sentir si les parents ont été plutôt trop sévères ou pas assez sévères ou juste assez sévères. Bonjour. Je peux réagir par rapport à ça. Oui, volontiers. Ce qui, moi, me frappe assez, c'est que du coup, automatiquement, les personnes qui se sont fait frapper et qui trouvent que c'est pas assez sévère vont reproduire ça assez logiquement sur leurs enfants. Ouais, ouais, ouais. Et peut-être justement en réalisant pas qu'il y a d'autres manières. Exactement. Exactement. Mhm. Merci beaucoup pour votre commentaire. Ça va faire le lien avec la question que vous vouliez poser. Vous avez... Ah mince, j'ai peut-être faussé la statistique à cause de mon commentaire. C'est aussi une question intéressante pour poser aux élèves s'ils aimeraient éduquer leurs enfants comme leurs parents ou différemment. Et oui, c'est toujours, il y a toujours beaucoup des élèves déjà à 10 ans ou à 12 ans, ils savent qu'ils veulent faire quelque chose. Oui, ils veulent faire quelque chose différemment. Alors souvent, les deux questions qu'on pose après cette question-là, c'est de savoir pour ceux qui veulent faire les choses différemment, qu'est-ce qu'ils feraient de différent? Et très souvent, il y a des choses très intéressantes qui ressortent, qui sont très inspirantes pour tous les élèves qui vont entendre ce qui se passe. Ce qui ressort souvent, c'est plus de communication, plus d'accompagnement. Voilà. Et puis, on pose aussi la question à ceux qui n'ont pas reçu de punition corporelle. Est-ce que, voilà, avec leurs enfants, ça leur paraît être une éducation tout à fait viable et est-ce qu'ils font la même chose? Et bien sûr, la réponse est quasiment systématiquement oui, bien sûr. Et c'est tout à fait possible d'avoir une éducation non violente. Et ça sert de base. C'est un super fondement pour la discussion qu'on va avoir après avec les enfants sur le thème des punitions. Mais souvent, il y a aussi un ou deux enfants qui veulent faire plus de règles, qui veulent être plus sévères que leurs parents. Alors, il y a toujours ces enfants. Alors maintenant, on va partir dans des groupes, dans 3-4 groupes. On va discuter en groupe de 3-4 personnes. Et voilà, on va regarder, on va regarder une question. Est-ce qu'il existe des punitions qui peuvent parfois être utiles? Et quand ou pourquoi? Alors, on rentre dans les groupes maintenant, Anina? Oui. D'abord? Alors, nous faisons des groupes aléatoires. Oui, et vous avez à peu près combien de temps? 9 minutes à peu près pour discuter cette question. On va encore une fois envoyer ces questions au chat quand vous êtes dans les groupes. Alors, pour ne pas oublier la question. Et puis, vous avez du temps pour discuter et vous pouvez prendre la liste que j'ai envoyée dans le chat, la liste des punitions et sur la base de cette liste, est-ce qu'il y a des punitions qui peuvent parfois être utiles? Et quand et pourquoi? Qu'est-ce qui est votre avis? Oui? Alors, on commence les groupes et puis j'ai mis 10 minutes pour les groupes. Très bien. Alors, bonne discussion. Alors, c'est ça, c'est cet exercice qu'on fait avec les enfants. Alors, les enfants, ils disent beaucoup de fois ce que vous avez dit aussi sur la liste là, que vous avez fait.
Voilà, par exemple, ignorer une gifle, ne pas dire bonne nuit, interdiction des téléphones portables, ça vient plus. Mais frapper avec un objet aussi, enfermer quelqu'un, voilà, c'est ça, ce sont des exemples qui viennent des enfants. Et après, beaucoup de fois, s'ils reviennent du groupe, on discute, voilà, s'ils ont tous donné des exemples qu'ils ont vécu ou bien qu'ils connaissent. Après, on revient en groupe ensemble tous et après, on dit qu'est-ce qui sont est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des réponses utiles, comment dire, des punitions utiles. Et après, c'est à eux de dire. On fait ça en plénium tous. Et après, c'est à eux à dire, voilà, ce qu'ils pensent de ça. Comment dire ça? C'est à eux de dire euh, quelle punition ils trouvent bien. Par exemple, quelqu'un dit oui, taper. Alors, moi, je ne dis pas non, pour pas taper, je commande pas. Je dis, mais est-ce que vous êtes tous d'accord, les autres, par exemple? Et là, c'est à eux de. Voilà, après, il y a sûrement un enfant qui va dire, par exemple, oui, non, moi, je ne trouve pas taper, c'est bon, c'est pas bien et tout. Et après, il y a une discussion qui va avoir avec les enfants eux-mêmes, qui vont discuter. Il y a des autres qui vont dire, non, je ne trouve pas taper bien et tout. Et est-ce que vous êtes d'accord et tout? Et on demande ça. Alors, une punition. Alors, eux, ils disent, alors, à la fin, on va arriver là-bas qu'ils disent que, alors, une punition, on leur dit qu'une punition est bonne si on apprend quelque chose, mais elle doit être juste et proportionnelle, par exemple. Hein? Voilà. Et après, on discute ça et on prend un exemple. Ça, c'est le prochain. Tu peux mettre le prochain, s'il te plaît. Voilà, c'est déjà. Oui, c'est Moi, déjà. excuse-moi. Hein. Je suis nouveau sur le Zoom, là. Voilà. Alors, j'ai mis là. Alors, et après, on revient et après, on rassemble les idées des enfants. Cela veut dire les enfants, ils disent, ouais, ça doit, une punition doit être, par exemple, proportionnelle. On doit savoir, par exemple, si je casse quelque chose, je ne dois pas, par exemple, 4 semaines ou bien 2 semaines de punition à la maison. Ça, ce n'est pas compréhensible. Pour les enfants, ce n'est pas proportionnel. Il faut que ça soit proportionnel, sans rancune. Et eux, ils disent ça eux-mêmes. C'est eux qui disent, ouais, ça doit être faire, ça doit être comme ça. Et nous, on note tout. Voilà. C'est ça, cet exercice qu'on fait avec les enfants. Mais toutes ces idées-là, ça vient d'eux. Normalement, on les aide à venir là-bas, mais eux, c'est eux qui trouvent ces choses-là. Ça doit être compréhensible, voilà, juste et correct et tout. Voilà. Et toutes les justifications sont très délicates, il faut faire aussi attention. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est quand ce sont les élèves eux-mêmes qui le disent, parce qu'en fait, ça a beaucoup plus de portée que quand c'est un adulte qui le dit. Et du coup, entre eux, ça stimule énormément leur autonomie par rapport à ces différentes règles. Oui. Voilà. Alors, donc ça, c'était les deux parties qu'on anime, donc en présentiel d'habitude dans les classes. Maintenant, je vais vous présenter les différentes questions qu'on nous pose, les questions les plus fréquentes. La première qu'on nous pose, c'est est-ce qu'il y a des parents qui vont être en résistance ou qui vont s'opposer au projet? Alors ça, c'est assez surprenant parce que c'est souvent la peur du corps enseignant ou de la direction de l'école. Mais ce jour, on n'a pas rencontré ou très peu de résistance ouverte de la part des parents. Au contraire, il y a un accueil qui est plutôt favorable. Notamment, par exemple, lors de la soirée de multiplication où les élèves font une présentation. Souvent, c'est difficile pour un établissement d'avoir les parents qui s'impliquent dans des processus de prévention. Et là, on a un résultat qui est assez incroyable parce qu'il y a beaucoup de participation de la part des parents sur ce genre de soirée. Donc,
la prochaine étape qu'on peut avoir par rapport à ce projet, ben, c'est en fait c'est des directeurs d'établissements, des infirmiers scolaires qui vont rechercher dans leur établissement un enseignant ou une enseignante et qui soit prêt à s'engager sur un projet local et qui va toucher l'ensemble de l'établissement. Pour la durée de la préparation et du travail, ça correspond à peu près à 6 à 8 périodes après l'atelier, donc après la demi-journée qui a eu déjà lieu. Et puis, on peut réduire ces périodes à 4 s'il y a 2 classes qui s'impliquent dans un établissement. Voilà. Et puis, on peut mener effectivement ce projet aussi dans un contexte extrascolaire. On a plusieurs associations partenaires qui s'associent avec nous. On a par exemple le XAGE, les scouts, etc. Et la question aussi importante, c'est combien coûte un tel projet? Il faut savoir que ce projet est financé par Promotion Santé Suisse et aujourd'hui, il est gratuit en Romandie. Donc, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas une participation plus que ça au niveau des coûts. Voilà. Alors, on peut prendre un petit moment pour répondre aux questions. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des questions qui vous sont venues. Non, il n'y a pas encore des questions. Si vous avez encore des questions, vous pouvez encore les poser. Mais aussi pour dire, j'ai mis un lien de la protection de l'enfance suisse où on peut télécharger un document de déclarer la mise en danger du bien de l'enfant et agir en conséquence. Alors, c'est vraiment un guide à l'usage pour lire sur ce sujet-là et c'est vraiment fait aussi pour les écoles et pas seulement pour les enseignants, mais aussi pour, par exemple, des travailleurs sociaux ou des infirmières scolaires, les gens comme ça. Et voilà, et je peux dire quelque chose sur le but du projet? Oui, volontiers. Hein? Alors, je me suis fait des notes. Alors, le but du projet, c'est voilà, c'est que les enfants puissent introduire notre message pour qu'ils puissent transmettre à l'extérieur. Par exemple, chez leur famille, chez leurs peers, avec leurs copains et tout, ils peuvent, comment dire ça, ils peuvent être capables d'agir. Ils peuvent être capables d'agir parce qu'ils, comment dire ça, ils intériorisent, excusez-moi, hein, on dit ça comme ça, intériorisent notre message. Cela veut dire, comment dire ça, on a une audience plus grande avec eux. On a une audience plus grande sur l'éducation non violente. Voilà, excusez-moi. Voilà, c'est ça le but, qu'eux, ils savent qu'ils ont des droits et s'ils voient quelque chose comme ça, un copain d'eux, il vit ça, ils savent ce qu'ils, par exemple, ils peuvent faire pour l'autre. Ils peuvent appeler 147 ou bien, comment dire ça, les infirmières scolaires et voilà, ou bien leur maître, ils peuvent aller dans leur maître, chez leur maître, lui expliquer, j'ai un copain comme ça et voilà. Ils savent aussi qu'ils peuvent aller chercher de l'aide aussi. Je m'excuse, j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire. Concrètement, est-ce qu'il y a vraiment des enfants, je ne parle pas forcément d'ados, je parle plutôt des enfants au secondaire 1, qui vont vraiment prendre le téléphone, appeler ce numéro et se confier? Moi, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quasiment, enfin, ouais, que ça arrive très, très rarement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment de la peine à imaginer un gamin prendre son téléphone, passer un coup de fil et décharger ce fardeau qu'il porte. Oui. Je ne sais pas, vous avez des statistiques, enfin, je sais pas, vous en savez un peu plus Anina, tu veux là-dessus? dire? Anina? Oui,
Alors, moi, je n'ai pas de statistiques, mais juste hier, j'ai entendu une interview avec la responsable de Pro Juventud pour le numéro 147, et elle a dit que juste dans cette situation-là avec COVID-19 et tout ça, ils ont beaucoup des appels, alors surtout des jeunes. Alors, ce n'est pas surtout sur la violence domestique, sur les punitions éducatives, mais sur toute la situation, bien sûr. Mais il y a toujours des enfants et des jeunes, aussi des jeunes, qui appellent le numéro 147. Mais bien sûr, ce n'est pas la plupart des appels sur la violence domestique, alors parce qu'on peut appeler là à cause de différents sujets et avec tous les problèmes. Mais il y a vraiment des jeunes qui appellent ces numéros. Et beaucoup de personnes, ils parlent avec leur prochain. Il y a beaucoup de personnes, ils ont des prochains, des personnes qui font confiance, qui parlent aussi. Et il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas le numéro 147, ou bien mais si on parle avec eux, on leur dit que là-bas, on les explique, là-bas, vous pouvez appeler gratuitement, le numéro ne va pas être affiché dans la facture, et et eux, ils vous écoutent, et voilà, ils vous jugent pas, mais ils vous écoutent. Voilà. S'il y a danger, peut-être ils doivent réagir. Voilà, mais après, les enfants, c'est à eux après de faire. Ça facilite effectivement beaucoup ce processus, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il est difficile, c'est pénible pour un enfant de faire ça avec le conflit de loyauté qu'il peut ressentir. Et c'est pour ça que le projet, il est plutôt axé sur la notion de camarade. Et ce sont souvent les témoins de violences qui vont pouvoir donner l'alerte, qui vont pouvoir alerter. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir les ressources locales de l'établissement qui vont pouvoir intervenir et qui vont pouvoir sécuriser la personne pour qu'elle puisse se confier et puis qu'elle puisse travailler sur sa situation. Et moi, je ne sais pas si vous avez ça dans vos écoles. Le témoignage de M. Beccaro, c'est ce médecin qui lui a dit maintenant il faudra en parler. Et c'est important d'avoir ce déclencheur, de pouvoir donner l'autorisation et de créer un cadre sécurisé où l'enfant va pouvoir s'exprimer et dire ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu. Et nous, en Suisse allemand, ici, en Zurich, nous, on a ici, comment on dit ça, on a des gens, des personnes qui travaillent à l'école. On les dit Schulsozialarbeiter. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, et c'est ça. Voilà, c'est eux. Eux, ils sont souvent dans la classe qu'on fait ça. Et elles, ils peuvent tous poser des questions. Et elle les explique qu'elle doit garder le silence. Elle doit ce qu'on le dit. Et les enfants, et s'ils savent toutes ces choses-là, ils savent où prendre l'aide. L'important, c'est qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de canaux pour aller chercher l'aide. Ils ne doivent pas rester avec ça eux-mêmes. Même si c'est un copain, ça peut aussi te faire quelque chose avec toi. Si tu vois un copain vit ça. Et voilà, c'est important. Ouais. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à vos questions. Je vois qu'il nous reste 2 minutes pour conclure. J'aimerais aborder les prochains pas. C'est-à-dire que pour nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une petite association et pour l'instant, il n'y a pas d'institutionnalisation de cet atelier. Donc, on a besoin de personnes comme vous, d'enseignants, qui sont prêts à s'investir, à porter un peu le projet auprès de leur établissement et qui vont prendre contact avec nous pour qu'on puisse animer cet atelier, qu'on puisse développer ce projet. Donc, le prochain pas, ce serait à vous, peut-être, dans votre établissement, de prendre le contact, de vous renseigner. Tiens, qu'est-ce qu'il existe sur ce thème-là.
La deuxième chose aussi, c'est que LCBI, nous allons rechercher aussi peut-être progressivement des animateurs, animatrices de l'atelier. Et je vous ai mis donc un questionnaire en bas d'évaluation et vous avez la possibilité de vous manifester si vous seriez intéressé à titre personnel d'animer aussi ces ateliers, de suivre la formation pour LCBI et de donner cet atelier. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vous remercie de remplir ce questionnaire d'évaluation qui est vraiment très, très important pour nous. Vous recevrez par le biais de votre secrétariat une attestation de participation à cet atelier, puisque ça puisse aussi compter bien sûr dans votre cursus. Et mes collègues et moi-même, nous restons à votre disposition si vous avez encore des questions ou des choses qui sont encore en suspens. Je vous remercie aussi. C'était, oui, une bonne après-midi, j'espère, pour vous aussi. Et oui, quelques informations aussi pour vous. Et si vous avez des questions, des intérêts, oui, vous pouvez nous contacter toujours. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.